Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Bonjour Francis Fournier, PDG de Corem. Merci d'avoir accepté. C'est Louis-Samuel Jacques qui nous a mis en contact. Est-ce que Louis-Samuel est aussi ton coach Oui, pour tout à Tech fait. Canada? Oui, tout à fait. Je suis dans un des groupes de Louis-Samuel. Fait que nous, l'agence, on connaît Corem, on vous voit, mais on voit surtout vos collègues, Francis, dans les foires commerciales et tout ça. On leur a parlé quelques fois, mais toi et moi, on ne s'était jamais rencontrés. Tout à fait. Les deux, on est à Québec, mais là, on a décidé avec les mesures puis la pandémie que c'était peut-être mieux de le faire en mode virtuel. Oui, tout à fait. Avec ce qu'on voit actuellement dans la reprise de la COVID-19 à Québec, c'est probablement plus prudent. Puis, je voudrais avec l'ensemble des mesures qu'on a mises en place chez Corem, on limite, disons, les interactions. Ah oui, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. En août dernier, on va revenir sur ça, mais en août dernier, vous avez quand même fait la manchette avec un investissement de la part du gouvernement. Puis c'est là que Louis-Samuel, justement, il m'a dit hey, crime, ça serait le fun que Corem soit au podcast minier. Puis effectivement. Suite, quand j'ai su que tu venais, Francis, au podcast, j'ai commencé à demander à droite puis à gauche à notre clientèle d'industrie minière, connaissez-vous bien Corem? Là, je réalisais que Corem, oui, la recherche et développement. Puis, fait que là, je me suis dit, on va profiter de ta présence au podcast minier pour vraiment venir nous parler de Corem, votre modèle d'affaires, parce que je vois aussi qu'il y a du membership. Oui. Puis, pourquoi une minière, justement, ferait appel à vos services? Oui, tout à fait. En fait, c'est ça, moi, quand j'ai joint Corem en janvier 2018, c'était quand même une organisation, j'ai œuvré toute ma carrière, le plus gros de ma carrière dans le monde de la recherche et de l'innovation pour des organisations similaires. Donc, je connaissais Corem, mais disons que j'en ai fait encore plus une belle découverte en joignant Corem comme PDG. J'ai été aussi un peu surpris en même temps. Les gens qui nous connaissent très bien. Mais les gens qui ne nous connaissent pas souvent, ont entendu le nom, mais connaissent très peu de ce qu'on fait. En fait, pour faire une histoire courte, Corem est né en 1999. Donc, suite à la privatisation d'un groupe du gouvernement du Québec qui était sous la gouverne du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, qui était le CRM. Donc, on a été privatisé. Donc, on est un organisme sans but lucratif. Mais on est vraiment dans une approche de business. Notre mission est de créer, développer des solutions innovantes au bénéfice d'une industrie minière durable, ça en travaillant étroitement avec nos membres, nos clients, nos partenaires. Donc, ça donne un peu le spectre, puis je dirais les trois derniers mots, membres, clients et partenaires, tournent autour de ce qu'on fait dans le day-to-day. Chez Corem, on pilote environ 250 projets par année d'innovation. Puis, il n'y a pas un projet qui n'est pas fait sans partenaire industriel. Puis les projets vont des fois de quelques milliers de dollars, des petits essais, à aller jusqu'à de l'ordre du million ou du 2 millions de dollars de budget, tout dépendant du scope et de l'ampleur. On est aujourd'hui environ 150 employés. Quand même. Oui, on est dédié au traitement du minerai, donc tout ce qui touche le volet extraction ou ce qui touche la gestion des parcs à résidus. Si on a à couvrir certains de ces éléments-là, on va les faire avec des partenaires qui ont l'expertise. Notre expertise est vraiment en traitement du minerai. On est basé à Québec, donc environ 2 bâtiments, 10 000 mètres carrés d'infrastructure. On a fait récemment, ça avait fait la manchette plus en 2018 et début 2019. Donc, on a converti un bâtiment, un vieux bâtiment qui était un entrepôt, en plateforme d'hydrométallurgie. Donc, pour être en mesure d'aller plus loin dans tout ce qui touche les minéraux critiques et stratégiques, mais aussi dans la transformation, faire des produits, que ce soit au niveau du lithium, du graphite, adaptés entre autres à l'industrie des batteries
ainsi de suite. Donc, c'est le genre de choses qu'on est en mesure de faire. Ce qui nous caractérise aussi, on est capable de travailler à l'échelle laboratoire avec de petits échantillons, mais aussi à l'échelle de la tonne. On a fait certains pilotages de quelques centaines de tonnes. Je vous dirais, ce n'est pas habituel quand on compare à des organisations similaires dans d'autres secteurs. On est dans un mode vraiment, je dirais, industrie, donc d'opérer des fois des 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur certaines périodes, dans le but justement d'apporter les résultats et la valeur recherchée par l'industrie. Puis le rayonnement de Corem, est-ce que il me semble que c'est pas juste au Québec? Non. On a essentiellement, bon, c'est sûr, de par notre historique, on a une base de membres et de clients qui est forte est-canadienne, mais on a des projets, bon, on a un rayonnement national et même international. En 2019, on a même Vale du côté du Brésil qui s'est joint au niveau, un concentrateur et une usine de bouletage au niveau du membership. Notre focus, essentiellement, notre vision est de pas nécessairement de s'internationaliser, mais sur base d'opportunités. On pilote, je dirais, quand même un certain nombre de projets à l'échelle internationale, que ce soit des clients en Australie, en Afrique, Kazakhstan. Donc, on a différents clients Amérique du Sud aussi et États-Unis. Donc, on en a un peu partout sur la planète. Puis là, en août dernier, comme on disait, vous avez fait la manchette puisque le gouvernement a investi 2,1 millions, en fait, c'est le ministère des Ressources naturelles du Canada, pour le développement technologique propre à l'industrie minière. La techno va améliorer la qualité du recyclage des eaux contaminées. C'est une relance économique pour l'après-pandémie, donc c'est une excellente nouvelle, oui, pour Corem, mais aussi pour selon moi, c'est aussi une bonne nouvelle pour le positionnement mondial de l'industrie minière canadienne. Oui, tout à fait. Peut-être, bon, c'est une technologie qu'on a développée, j'en ai pas fait mention, une de nos composantes de notre modèle d'affaires, c'est notre membership. Donc, aujourd'hui, on a 14 membres, on dessert environ plus de 25 entités au niveau de nos membres. C'est principalement, je vous dirais, les grandes sociétés minières comme Agnico Eagle, ArcelorMittal et autres. Et cette technologie-là a été développée à l'intérieur de notre programme de recherche précompétitif. Donc, l'approche qu'on a avec nos membres, c'est une approche dans laquelle ils partagent leurs enjeux, partagent les risques, partagent les ressources et partagent les bénéfices aussi. Donc, on a commencé ce développement-là à l'intérieur de notre programme avec nos membres. Il est arrivé un moment, bon, dans la mise à l'échelle, on avait besoin d'un financement substantiel. C'est un projet de 3,6 millions de dollars. On avait besoin d'un financement substantiel et aussi d'ajouter d'autres partenaires autour de la table pour être en mesure de bien faire la mise à l'échelle. La technologie comme telle, essentiellement, donc le procédé de récupération de l'or utilise du cyanure. Bon, le cyanure, en fin de processus, est décomposé, détruit, entre autres en nitrite et en nitrate, qui, eux, ont un impact sur les milieux aquatiques. Tout ça est fait dans le respect, bien sûr, des normes environnementales, mais du côté de nos membres, bon, il y avait une préoccupation à voir comment on peut améliorer la performance environnementale du procédé. Donc, c'est une technologie, c'est une approche qui a été développée chez Corem, comme je mentionnais, à l'intérieur de notre programme de recherche précompétitif. Puis l'idée, c'est qu'en fin de processus, au lieu de détruire le cyanure, entre autres en nitrite et nitrate, ce qu'on va faire, c'est qu'on réussit à le régénérer, à être en mesure de fonctionner en boucle fermée, donc le ramener en début de processus et de toujours utiliser le même cyanure. Aujourd'hui, on anticipe avec les essais, on ne récupérera pas 100%. Ça va être entre 80 et 90 du cyanure, mais c'est quand même extrêmement important parce que veut pas, on n'a pas besoin de le détruire. À ce moment-là, on ne génère pas de nitrite et de nitrate, puis on réduit l'impact sur les milieux aquatiques.
Est-ce qu'il y a un impact jusqu'au plan de restauration avec la technologie? Ah, c'est sûr, tout à l'heure, effectivement, c'est pas un élément, comme je mentionnais, compte tenu qu'on n'a pas nécessairement de l'expertise au niveau de la gestion des parcs à résidus et de la restauration. L'effet d'avoir moins de nitrites et de nitrates au niveau des parcs, il va avoir nécessairement un impact au niveau de la restauration. La technologie, bon, on a un intérêt environnemental. La mise à l'échelle qu'on est en train de faire, en fait, le système va être installé du côté de la mine La Ronde d'Agnico Eagle, va nous permettre aussi de valider l'ensemble des paramètres, comme bon, les coûts de CAPEX, les coûts d'OPEX, même si on a déjà de bonnes idées. Mais essentiellement, c'est ça, de faire cette mise à l'échelle bon, dans un développement technologique. Ce qu'on appelle souvent, nous, dans notre jargon, la vallée de la mort, entre passer d'une technologie qui fonctionne à l'échelle laboratoire ou à l'échelle semi-pilote, puis de l'amener à l'échelle commerciale. Il y a un besoin de passer par une mise à l'échelle et c'est un des objectifs de ce projet. Puis pour la mise à l'échelle justement commerciale, là, on sait que la technologie va être à la ronde. Puis après ça, Corem, vous faites quoi? Vous allez, OK, ben là, tout fonctionne, puis là, vous allez cogner aux portes de d'autres minières pour vendre la technologie? Je vous dirais, bon, de notre côté, notre modèle d'affaires, je veux dire, on ne fait pas de commercialisation. On a certaines technologies en commercialisation. On va plutôt s'associer à des partenaires commerciaux qui, eux, ont l'expertise pour faire la commercialisation. Compte tenu, bon, que c'est une technologie qui provient de notre programme de recherche financé, entre autres, par nos membres et les gouvernements. Donc, on va arriver assez rapidement à développer une stratégie de ce qu'on appelle de valorisation qui devra bon, être discutée avec nos membres. Est-ce qu'on ira dans une approche où la technologie, dans un premier temps, sera seulement accessible à nos membres? Tout ça va être à déterminer, mais c'est sûr qu'on a besoin de s'adjoindre des nouveaux partenaires. Et dans le projet qu'on a actuellement, c'est un peu la raison pour laquelle on est venu ajouter certains partenaires aussi. On parle beaucoup de l'avancement technologique de la Suède puis son positionnement vers le concept de la mine autonome. Francis, tu es sur le CA de NISA, fait que j'imagine qu'Alain Beauséjour doit souvent t'en parler du concept de la mine autonome. Mais je me demandais justement, quand on parle de technologie, quand on parle de Corem puis tous les projets que vous avez, est-ce que vous faites partie de la solution qui va nous permettre d'arriver à un jour compétitionner justement la Suède? Il y a dans notre portefeuille de projets, oui, il y a quelques projets. À titre d'exemple, bon, c'est un projet qui est public parce qu'il est financé par Ressources naturelles Canada. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour développer des circuits de broyage. C'est sûr que la mine autonome, tantôt c'est l'usine autonome, c'est l'usine bon, qu'on contrôle à distance. De toute évidence, bon, ça fait partie pour moi de la transformation numérique dans laquelle c'est pas seulement le secteur minier, l'ensemble des secteurs industriels, incluant bon, notre propre centre de recherche chez Corem dans lequel on s'engage aussi. Donc, à quelque part, oui, ça doit faire partie de la vision. Maintenant, à quelle vitesse on est en mesure d'aller? Parce que la mine autonome, il y a certains éléments bon, qu'on peut travailler déjà avec les technologies existantes, d'autres sur lesquels on aura besoin de développer des nouvelles technologies. Je pense que ça devra se faire de façon graduelle. Puis bon, le plan de match que NISA a mis sur pied, je ne dirais pas un plan de match non plus de quelques années, mais qui s'étale sur quand même plusieurs années. Exactement. Puis tu sais, quand on parle de justement concept de mine autonome, puis il y a quelque chose qui, je dirais pas qui mérite, là, mais on entend souvent que l'industrie minière est conservatrice. Puis j'ai un petit peu de difficulté avec cette réflexion-là parce que je me dis, de un, on parle de concept de mine autonome, puis je me disais, quel autre? Ben pas moi, mais je pense que c'est Alain qui, dans un de ses documents, je lisais ça, puis quelle autre industrie que la journée 1, ils connaissent la mise en production, journée 1, mais ils connaissent également journée 1 de la fermeture de la mine. Il n'y a pas d'autre industrie qui sait que, hey, moi, ma mine est là 25 ans, donc j'ai 25 ans de vie avec cette mine-là. Fait que, tu sais, ça vient vraiment changer la donne quand tu es un gestionnaire d'une minière. Tu es là pour gérer le risque. Mais si tu es là pour gérer le risque, ça veut dire que tu es là pour trouver des solutions technologiques pour t'aider avec la productivité, l'amélioration de tes processus. Puis,
Tandis qu'une autre industrie, puis c'est là que je voulais t'entendre, Francis, parce que quand on a parlé la première fois ensemble, tu me disais que tu arrivais de l'industrie forestière. Oui. Je me disais, bien, l'industrie forestière, eux, sont là pour la pérennité. Ils vont installer une technologie pour la pérennité, mais pas la minière. Fait que je me demandais si tu voyais comme un impact différent de la technologie pour nous. Oui, tout à fait. Je dirais que c'était probablement un des premiers constats. Puis quand tu as fait mention, ne venant pas de l'industrie minière, moi aussi, j'avais cette perception-là que c'est une industrie qui est conservatrice, qui n'a... Non. Alors que j'ai eu, effectivement, on est complètement à l'opposé, là. Je pense qu'il y a il y a beaucoup d'innovations qui se fait dans l'industrie minière. Peut-être qu'elles sont peu communiquées ou pas assez communiquées, mais il y a beaucoup d'innovations. Si je compare par rapport effectivement au secteur forestier, quand on établit une usine pour le secteur forestier, c'est dans un contexte de pérennité. Puis ça, en matière de développement technologique, ben, je veux dire, quelque part, compte tenu que ton usine est là pour longtemps, tu peux te permettre de faire des améliorations ou investir un peu plus massivement dans la transformation des usines, compte tenu qu'il y a un horizon de temps pour obtenir les paybacks. Bon, on s'entend aussi la mise en place d'une mine versus, à titre d'exemple, une scierie, on n'est pas du tout dans les mêmes coûts en capital. Donc, il y a ça à prendre en considération, mais du côté minier, c'est évident quand on design un procédé, quand on met en place un procédé, ben, les équipements sont prévus pour être là pour la durée de la mine. Oui, en cours de route, il peut y avoir des améliorations, il va y avoir des modifications, mais certaines pièces, c'est comme trop coûteux, puis ça prendrait des paybacks extrêmement intéressants pour avoir un intérêt. Fait que dans tout le développement technologique qu'on fait chez Corem, ben je dirais c'est tantôt, on fait du développement technologique pour des minières en opération, mais il y a certaines technologies qu'on sait, ben ça ne sera peut-être pas pour l'opération existante, mais ça va être pour la prochaine opération de notre membre, tout dépendant compte tenu des coûts en capital là, que peuvent représenter ces investissements-là. On parle d'évolution technologique des minières, mais moi, je suis une fille de marketing, puis on travaille en B2B avec beaucoup de manufacturiers aussi à l'agence. Puis qu'est-ce que je vois venir? C'est peut-être un défi pour les PME et les entreprises manufacturières de pouvoir suivre le beat, la cadence que les minières vont donner au niveau technologique, au niveau de leur amélioration de leur processus, même en amélioration continue. Justement, le concept de la mine autonome. Si les entreprises, si nos PME ne suivent pas cette cadence-là technologique, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les minières vont se tourner vers d'autres pays, vers d'autres compagnies. Puis, je me disais, Corem, vous êtes là, vous êtes des experts, vous êtes d'ici. Est-ce que tu sens cette pression concurrentielle-là? Je dirais, les entreprises, les manufacturiers d'équipements ou ceux qui développent des solutions pour l'industrie minière avec qui on travaille, on ne sent peut-être pas complètement cette pression-là. C'est sûr qu'il y a une cadence effectivement qui est importante, mais à contre-rebours, quand on regarde autant au Québec qu'à l'échelle canadienne, on a quand même un réseau d'équipementiers extrêmement performant. Et même du côté de l'innovation, c'est des gens qui innovent, qui amènent de nouvelles solutions. Fait que moi, je pense, oui, faut le garder, entre guillemets, toujours dans notre angle mort. Mais je dirais c'est peut-être pas, en tout cas, j'y vois pas un risque énorme. Bon, le développement technologique se passe rapidement à l'échelle de la planète, mais je pense pas que du jour au lendemain, on va se retrouver dans une situation où l'ensemble des technologies qu'on va utiliser au Québec ou au Canada vont venir en grande partie de d'autres pays. Puis, selon Francis Fournier, c'est quoi le plus gros défi à l'heure actuelle de l'industrie minière? Ben, quand on regarde, je pense qu'il y a trois enjeux importants. Puis bon, on le voit pour certains projets miniers, tout l'aspect d'acceptabilité sociale est un enjeu comme tel, mais si on le ramène d'un point de vue plutôt enjeu technologique, c'est évident qu'on a besoin d'avoir des procédés, des équipements, des usines beaucoup plus performantes du côté énergétique. Toute la question de la consommation d'eau propre. Donc, nous,
réfléchit, entre autres, on commence à réfléchir des procédés à sec, comment on pourrait intégrer certaines technologies. Et l'autre élément, c'est toute la question de l'impact environnemental. Je pense qu'on est très performant du côté du Québec et du Canada, mais comment on peut faire plus encore. Bon, c'est des enjeux haut niveau, mais sur lesquels c'est pas une seule technologie qui va répondre à chacun des enjeux. Dans lesquels on doit tous concerter nos efforts, tous ceux qui travaillent à développer des innovations pour justement adresser ces trois enjeux-là. Merci Francis pour toute l'information que tu as donnée puis d'avoir démystifié quand même Corem. Je trouve que vous êtes tellement niche dans ce que vous faites que souvent, justement, on sait une petite partie, mais on n'est pas sûr du reste. Puis là, ben, c'est le fun parce que les gens qui vont pouvoir écouter le podcast vont dire ah, OK, là, je comprends l'avancement technologique, je comprends le membership, puis les minières. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'ajouterais peut-être sur ce point-là, on a parlé quand même autour de la technologie de régénération de cyanure qui a été développée avec nos membres. Je mentionnais, on pilote plus de 250 projets par année. Souvent, plusieurs ont la perception qu'on travaille seulement avec nos membres, mais la réalité, je dirais, il y a probablement tout près de 200 projets qu'on pilote avec des non-membres, des sociétés juniors pour les supporter dans leur développement de procédés, leur développement technologique. OK, fait que vous êtes aussi dans l'exploration, pas juste dans l'exploitation. Ce qu'on fait, en fait, c'est plus une base de géométallurgie. Donc, comment développer un procédé qui va être adapté aux minerais qu'on devra traiter. On n'est pas dans l'exploration pure comme telle. On se connecte toujours au niveau des procédés. Mais pour certaines minières, je vais prendre à titre d'exemple au niveau des minéraux critiques et stratégiques qui demandent un peu plus de développement technologique. On travaille étroitement avec des sociétés juniors justement pour les supporter dans leur développement, arriver avec des procédés qui sont performants, économiques et environnementalement acceptables. Une minière écoute le podcast présentement puis elle veut rentrer en contact avec vous. Oui. Comment qu'elle fait? Il y a Gianni Bartolacci du côté du développement des affaires. On a notre site web sur lequel l'équipe de développement d'affaires est bien identifiée. Puis sinon, infocorem.acommercial.qc.ca. Merci Francis. Merci.